La vitesse de sédimentation est un parfait exemple d'application de la loi de Stokes. Le VS, la vitesse de sédimentation, ou VS, est souvent prescrite par les médecins, est un test qui mesure la vitesse à laquelle les globules rouges chutent dans un tube de sang placé à la verticale. Cet examen permet de détecter une inflammation ou une infection comme la tuberculose ou une infection urinaire. Comment est mesurée la vitesse de sédimentation? La vitesse de sédimentation s'obtient par un prélèvement sanguin effectué sur un anticoagulant, du citrate de sodium ou de l'héparine par exemple. Elle est mesurée à 2 moments, 1 heure et 2 heures après le prélèvement. La VS, ou la vitesse de sédimentation, est mesurée en millimètres de dépôt sur des tubes placés à la verticale. Vous savez que ces tubes capillaires, après décantation, nous obtenons toujours 3 phases. Le plasma en jaune au-dessus du tube de décantation. Au milieu, vous avez les globules blancs et les leucocytes, c'est une petite zone tout simplement. Et en bas, vous avez la zone rouge qui est composée de globules rouges, des hématies qui sont plus denses, qui se déposent donc au fond. Quels sont les résultats normaux après 1 heure? La VS 1 heure doit être de l'ordre de 7 mm, inférieure à 7 mm. La VS à la 2e heure, elle doit être de 20 mm. Ces variations physiologiques peuvent varier en fonction de certains facteurs. L'âge, la VS augmente avec l'âge après 45 ans, la grossesse, la dilution du sang, l'hémodilution, des médicaments, des anti-inflammatoires, des anticoagulants, des hormones, les oestrogènes augmentent la vitesse de sédimentation. Une vitesse de sédimentation élevée peut être liée à certaines pathologies, des maladies respiratoires, la tuberculose, de pleurésie. Des pleurésies sont des inflammations de la plèvre, c'est-à-dire la membrane qui entoure les poumons. Des infections bactériennes, des infections urinaires augmentent la vitesse de sédimentation. Les maladies, certaines maladies, infections bactériennes, certaines septicémies, intoxication du sang, certaines maladies encore plus graves, la maladie de Crohn, les purpura rhumatoïdes, l'obésité, des maladies du foie, la cirrhose, d'autres infections hépatiques, des parasitoses, c'est-à-dire le paludisme, comme le paludisme, ou des hépatites amibiennes, d'amibes qui infectent le foie, ou des hémopathies encore plus graves, des maladies malignes, le Hodgkin, la maladie de Waldenström que vous verrez en immunologie, ou des maladies dermatologiques, par exemple le lupus érythémateux disséminé, etc. Donc vous voyez l'importance de cette sédimentation des globules rouges. Actuellement, les laboratoires d'analyse utilisent ce qu'on appelle des automates, c'est-à-dire des appareils qui automatiquement donnent avec une rapidité beaucoup plus grande la vitesse de sédimentation de sang de patient. La théorie de Kinch, qui dérive de la loi de la décantation de Stokes, nous dit que si on laisse reposer une suspension solide dans une phase liquide,
on va observer que les particules, sous l'action de la pesanteur et de la poussée d'Archimède, et également des forces de friction, vont tendre à tomber vers le fond du tube ou à remonter vers la surface selon leur densité, leur taille ou leur forme. Kinch décrète que les particules de même dimension, de même forme, de même masse volumique sont équitambantes, c'est-à-dire qu'elles tombent en même temps et leur concentration est uniforme pour chaque niveau du tube de sédimentation. Un mélange dans une éprouvette permet de constater la formation au cours du temps de plusieurs couches stratifiées dans le mélange. Ce sont les courbes expérimentales de Kinch, établies par Kinch. Elles mettent en évidence 5 états successifs du lit de boue particulaire ou de lit de boue moléculaire. D'abord, au début de la décantation, au départ homogène, le mélange commence à se séparer en une phase claire située au-dessus de l'interface et une phase concentrée. Dans cette étape, les particules en suspension vont commencer à couler, ce qui fait diminuer la concentration de la couche qui se trouve en haut, la couche superficielle. La hauteur h de l'interface, initialement égale à la hauteur de la surface libre, commence à diminuer, mais de façon non linéaire au début. Cet état c'est ce qu'on appelle la clarification du milieu, une zone claire. La sédimentation en deuxième partie des particules séparées. La hauteur h diminue linéairement cette fois-ci avec le temps. La courbe est assimilable à un segment de droite. La vitesse de chute est constante. Je répète, la vitesse de chute est constante car les particules chutent isolément et le phénomène peut être décrit par la relation de Kinch. Dans cette phase, la concentration n'est pas encore suffisamment importante pour provoquer ce qu'on appelle la flocculation. Donc la sédimentation dans la phase B a une vitesse constante des chutes, une vitesse constante des particules. Puis ensuite, on va se trouver dans une zone dite de transition, qui elle-même se subdivise en 2 sous-étapes. Une étape de décantation en masse, ou dite également sédimentation troublée ou décantation troublée. Dans la phase mélangée, du fait de la diminution de H, la hauteur, et donc du volume du mélange, la concentration devient suffisamment élevée pour que les particules interagissent hydrodynamiquement pendant leur chute. Une flocculation des flocons commence à se produire. Les particules grossissent et deviennent plus lourdes. Et puis, elles ralentissent. C'est une phase de ralentissement. Cette phase de ralentissement, les particules qui sont devenues encore plus volumineuses se freinent mutuellement, entraînant donc un ralentissement de la diminution de H. Et ensuite, nous observons une phase de compression ou dite également une phase de tassement. Les particules solides agglomérées acquièrent un poids suffisant pour exercer une compression du milieu. Les particules se compactent et la concentration devient d'autant plus élevée. Il n'y a plus de décantation, mais un tassement. C'est la zone de boue moléculaire ou de boue particulaire.